Il est 19h pile, madame, mademoiselle, monsieur. J'ai oublié ça. Bonsoir et bonsoir YouTube. Bienvenue dans le 19h, la seule et unique émission d'actualité de cette chaîne. Est-ce que vous êtes prêts? Voici le sommaire pour bien commencer l'émission. À la une ce soir, ce n'est pas le journal du dimanche comme le montre ce live absolument très bien préparé, mais on va partir en Australie où un projet de loi est à l'étude pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Nous allons en parler bien évidemment parce que les réseaux sociaux, moi, ça m'intéresse. Nous allons aussi parler d'un ours à l'international, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. On va aussi parler de psychologie et de ChatGPT. Et oui, ces deux termes peuvent bien aller ensemble, même si ça peut paraître presque évident à notre époque. Nous allons parler de Google qui a pris une décision à poil controversée, qui veut faire un test. Alors, il y a eu des petits changements aujourd'hui même, des petits communiqués qui sont sortis, on en reparlera. On parlera aussi côté média de cette personne qui a gagné. Vous allez comprendre. Et aussi, nous allons parler donc du journal de dimanche dans Kicker Story. J'ai débunké un article du journal du dimanche. Et croyez-moi, j'étais pas prêt à le faire. Bref. Pour m'accompagner ce soir, absolument personne, donc je compte sur vous s'il y a des gens qui sont là dans le chat pour réagir à ce qui va se passer durant cette émission, à ce dont on va parler. Aussi, si vous avez suivi globalement ce qui se passe sur cette chaîne depuis quelques jours, j'ai des horaires de travail plutôt contraignants, donc je vais éviter de finir à 19h40, donc ça va speeder aujourd'hui, hein, messieurs, dames. Enfin bref, 19h passé de 2 minutes. Et je pense que nous pouvons officiellement commencer ce 19h. Toujours le petit fade out. En tout cas, nous sommes vendredi le 14 novembre 2024 et avant de parler du sujet à la une, laissez-moi déjà préparer pour de vrai l'émission parce que je viens de me rendre compte que j'ai merdé un truc. Évidemment, on rappelle que l'émission, je la refais depuis la semaine dernière sur ce format. Donc, j'ai 2-3 trucs qui ne sont pas totalement au point, comme vous avez vu par exemple ce changement de titre que vous n'aurez pas dû voir immédiatement. Tout est sous contrôle. Je ne sais pas qui est là dans le chat, mais bonsoir ou rebonsoir à vous. Hop. Voilà, avant de parler du sujet à la une, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète qui a lieu du coup tous les ans le 14 novembre, date qui a été choisie parce qu'il s'agit de l'anniversaire de Frédéric Banting, ou Bantin, je sais pas en fait comment ça se prononce, ça s'écrit B-A-N-T-I-N-G, qui avec Charles Best est le premier à avoir développé la théorie à l'origine de la découverte de l'insuline en 1922. Et voilà, c'est donc important d'en parler, je trouve. Bref, on passe. Nous sommes des pros, dit-il. Du diabète ? Bon, allez, l'Australie va donc interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. C'est une décision, on va dire, qui fait parler, forcément, à l'heure où on cherche justement à limiter l'accès des jeunes à notre époque aux réseaux sociaux, parce qu'on sait que, voilà, il y a... qu'est-ce que je veux dire on sait maintenant quels peuvent être les méfaits des réseaux sociaux sur les jeunes en particulier qui ne savent pas les utiliser. Et encore, hein, on parle des jeunes, mais quand on voit certaines personnes bien plus âgées ou même de notre génération, la façon dont ils utilisent les réseaux sociaux, ça donne envie de se tirer une balle. Hein. Voilà. Hop. Alors du coup, ce n'est pas encore fait, c'est une loi qui pour l'instant est en train de passer dans auprès des gouverneurs de chaque état là-haut, et j'ai plus le terme exactement, mais ça passe aux dirigeants des différents états et territoires australiens, et elle sera du coup soumise au Parlement à la fin novembre.
C'est une loi qui ne prévoit aucune sanction pour les utilisateurs des réseaux sociaux. En fait, ce serait du coup les plateformes qui se prendraient des sanctions s'ils ne mettaient pas en place des mesures pour empêcher les moins de 16 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Voilà. Les plateformes auront 1 an à partir du moment où la loi sera promulguée pour se préparer. Alors évidemment, après on peut avoir des doutes, hein, les limites d'âge sur les sites, y compris sur les réseaux sociaux, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que à l'heure actuelle, c'est extrêmement facile de mentir sur son âge sur les réseaux sociaux. C'est comme l'accès au site pour adultes. La plupart des sites, c'est avez-vous 18 ans? Oui, ok. Voilà. Bon. À voir ce que ça va donner. Je voulais en parler parce que cela me semblait plutôt important. Voilà. Tout simplement. C'était le sujet à la une. J'ai dit on va aller vite aujourd'hui. J'ai personne avec moi pour, pour réagir directement à ce qui se passe. Alors autant en profiter pour avancer. Et ça va déjà être l'heure. Ça va déjà être l'heure du fameux, que dis-je, du précieux petit Tour de France des faits divers. Avez-vous 18 ans? Non. Ah, reste quand même, oui. Bonsoir Anthony MTR. Très beau premier message pour ce soir. Il attendait l'actualité qu'il fallait pour lâcher son petit banger, j'allais dire. Enfin bref. Le petit tour de France des faits divers, je rappelle, c'est une petite revue de presse de la presse locale en général. Alors, on va pas aller à beaucoup d'endroits. On va faire un petit arc de cercle. On va partir. Oui, chez vous, c'est inversé. On va partir du nord-ouest pour partir vers le nord-est pour descendre un peu plus au sud. Du coup, on commence au nord-ouest. Au nord-ouest, alors. Bon, ce sont des faits divers. Alors, c'est pas toujours très rigolo. Évidemment, le but c'est aussi de voir qu'il se passe des choses près de chez nous. Et on va commencer du coup avec un accident qui s'est produit ce mardi en début d'après-midi sur les quais de Rouen, en contrebas du pont Jeanne d'Arc. Un promeneur a été percuté par un camion de pompiers. Les sapeurs-pompiers préparaient un exercice quand, lors d'une manœuvre, leur véhicule aurait percuté la victime âgée de 82 ans qui serait décédée sur le coup. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de la manœuvre et de l'accident. Selon les informations, le véhicule était en train de faire une marche arrière et le conducteur n'a pas vu la victime. Le conducteur et les 2 autres membres de l'équipage seront tous rapidement interrogés par la police. Le véhicule a été placé sous scellé, une autopsie de la victime sera effectuée. Le pompier qui conduisait le camion était un homme de 30 ans. Ça, je ne sais pas pourquoi, c'était utile de le préciser. Un important dispositif de police et de sapeurs-pompiers a été déployé et les quais ont été fermés aux promeneurs et une cellule psychologique a été mise en place pour les personnels du centre de secours. Enfin, le SDI, je sais pas... centre d'incendie... Non, c'est quoi? Incendie et de secours, mais SD, je me rappelle plus. En tout cas, voilà. C'était la petite actualité dont je voulais parler dans le nord-ouest. On va partir très vite vers le nord-est avec un article du Républicain Lorrain. Alors, j'avoue que là, ça rentre dans la catégorie les gens sont complètement tarés. Ça se passe dans les coins de Longwy en Meurthe-et-Moselle. Hop! S'il est un élément que ce rayonné de 54 ans ne conteste pas, alors un rayonné, c'est un habitant de Rayon. C'est son mal-être depuis la demande de divorce de son épouse après 20 ans de vie commune et 3 heureux événements. Sa reconnaissance des faits qui l'ont conduit devant le tribunal de Val-de-Briey est moins franche. L'affaire débute le 3 juin dernier à Aucourt-Moulaine. La conjointe du prévenu s'est réfugiée chez une voisine après un épisode de violence. Elle assure aux policiers que son époux a cassé son téléphone, enfermé 2 de leurs enfants sur la terrasse et tenté de l'étrangler sous leurs yeux. C'est pas bien, putain. Dans le même temps, le mis en cause se présente au commissariat en faisant claquer plusieurs fois le mot lâcheté. Maître Bruno Cadazzi, avocat de la victime, relativise l'élan du père de famille. Il n'assume pas. Au commissariat, il déclare il a d'abord déclaré avoir cassé le téléphone de madame suite à une dispute. Victor Waltman, substitut du procureur, ne cache pas
être mal à l'aise. Quand il est dans le ressentiment, monsieur n'est pas en capacité de se contrôler. Le représentant du ministère public ainsi sur le traumatisme des enfants de 7 et 13 ans ayant assisté à la scène, alors que de son côté, monsieur minimise encore l'étranglement à ce jour. Enfin bref, on est dans un cas, j'allais dire classique. Malheureusement, c'est un cas classique. Voilà, donc avec ce titre, il enferme ses enfants sur la terrasse en Courmolaine et tente d'étrangler leur mère sous leurs yeux. Voilà. Ça fait froid dans le dos, hein. Et pour finir, du coup, ce petit tour de France des faits divers, on va partir dans le sud-est, on va même partir en Ligue 1, j'allais dire. Euh, avec un article de RMC Sport. Hop. Voilà. Touché par un projectile vendredi au stade Vélodrome lors du match entre l'OM et Auxerre, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, Ambre Godillon se remet petit à petit de cette mésaventure. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous allez le voir. Là. Voilà. Voilà. Donc Adèle Godillon a dénoncé cet acte de cyberharcèlement dans les victimes. Elle a été heurtée par un projectile au stade Vélodrome durant la rencontre et a depuis été ciblée par des supporters en ligne. Hop, on va enlever cette vidéo. Hop là. Voilà, coucou, oui. Cocard toujours bien visible sous l'œil droit, la jeune femme explique être la cible d'attaque en ligne depuis samedi. Je me dis juste qu'il y a vraiment des abrutis de la stade et qu'ils devraient rien avoir à faire là. Mais si je peux profiter d'en parler depuis 2 jours, je prends quand même une espèce de vague de cyberharcèlement inverse. Et de poursuivre, je dois reconnaître que j'ai reçu de toute la profession énormément de messages et j'ai trouvé que c'était génial. Mais à l'inverse, les supporters marseillais, à partir du moment où le club a diffusé l'idée que c'était accidentel, a priori, je suis censé, selon tous ceux qui m'attaquent, m'excuser aujourd'hui parce que c'était accidentel. Après ce triste événement, en marge de la rencontre à Auxerre, et MC Sport a dévoilé les images de ce jet de projectile. Sur cette vidéo prise à la tribune, on aperçoit Ambre Godillon positionné en bas derrière un banc de touche à l'entrée du couloir qui amène les joueurs sur le terrain depuis les vestiaires. Le projectile, qu'on le distingue furtivement, il pourrait s'agir d'un accessoire de type cigarette électronique, arrive d'assez haut et vient rebondir puis glisser sur la bâche qui couvre l'entrée du couloir. C'est dans un second temps que l'objet heurte la journaliste au niveau du visage. Je précise qu'un jet, ce n'est pas accidentel. L'histoire de la bâche, si on veut noyer et raconter le storytelling que l'on veut d'un objet qui rebondit, reste que moi j'étais entre les 2 bancs de touche et que le jet est venu entre ces 2 bancs de touche et ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'il est arrivé là. La bâche, je la remercie d'avoir été là pour freiner cet objet, mais en tout cas accidentel, j'aimerais bien qu'on mesure ces mots et juste que l'on sache que la personne qui doit s'excuser de l'histoire, ce n'est pas moi. C'est une cigarette électronique, le projectile. Ouais, voilà. Il y avait la ref, Anthony, forcément. Mais ouais, je veux dire, c'est quand même ouf et je trouve que ça qualifie bien le fait que je trouve de plus en plus, comme beaucoup de monde, les réseaux sociaux et surtout le réseau social X toxique. Et je pèse mes mots. Tout simplement pour ce genre de choses. De toute façon, les réseaux sociaux ont toujours été plutôt toxiques de base. Mais j'ai delete. T'as delete X? Ok, moi pas encore. Parce que je m'en sers à diversion. Oui, vous avez vu le titre suivant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est tellement toxique. En fait, c'est tellement facile d'attaquer en bande, quoi. Je veux dire, de se foutre à plusieurs et juste d'aller casser les couilles à quelqu'un, des fois, qui n'a rien fait. Par exemple, cette journaliste qui s'est pris un projectile dans la gueule. Elle a le droit de râler parce qu'elle s'est pris un projectile qui venait des tribunes dans la gueule, quand bien même peut-être ça ne la visait pas personnellement, mais putain, les gens, arrêtez de jeter des trucs sur les terrains de foot. Je veux dire, et ce n'est pas le fait qu'elle s'est pris un projectile, ce n'est pas, je veux dire, elle a le droit de dire que c'est pas bien, quoi. Genre, je veux dire, faut arrêter à un moment. Voilà, j'ai parlé comme un boomer l'espace d'une seconde. Ouh. On apprécie. Bref. On va partir à l'international avec un petit fait insolite. C'est un ours. À moins que... Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'Ocard signifie que ça aurait pu être l'œil. Ouais, voilà. Tout simplement. Ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc, alors, c'est un article que j'ai déniché sur RTL Info. Donc, c'est un site luxembourgeois et francophone.
qui a relayé une actualité de l'AFP. Ça se passe en Californie, donc aux États-Unis. Et en gros, euh, et en gros, il y a des personnes qui ont demandé de couvrir les dommages à leur assurance qui a été infligée à une Rolls-Royce Ghost, une luxueuse berline qui est vendue plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça peut arriver d'avoir une merde. Les assurés, ils ont expliqué que c'est un ours qui était rentré dans le véhicule en fait, et qui aurait déchiré les sièges et endommagé les portières. Et en Californie, dans ce coin de la Californie, c'est normal. Genre, je veux dire, ça arrive. Il y a des ours, il y a beaucoup d'ours, des grizzlies, qui peuvent rentrer des fois dans les voitures, agresser, agresser les occupants, défoncer la bagnole. Ok. Alors, je veux dire, si on en parle, c'est que c'est qu'il y a un problème là-dedans. Ce qui a mis un plus à l'oreille, en fait, c'est que il y avait deux autres demandes d'indemnisation auprès de compagnies d'assurance différentes qui ont été effectuées pour deux Mercedes haut de gamme par les mêmes personnes. Ils se sont dit, il y a un truc qui est un peu bizarre. À chaque fois, un ours a été mis en cause. Et à chaque fois, il y a une vidéo qui montre l'agressivité de la bête et tout. Et du coup, dans la vidéo, on voit l'ours qui défonce tout et tout le bordel. Sauf que, après analyse poussée et quelques experts qui ont regardé, et surtout quelqu'un qui a fini par voir les deux yeux en face des trous, il s'est avéré qu'en fait, il n'y a jamais eu d'ours. Alors, pourquoi on voit un ours tout défoncé sur les vidéos? Et je suis en train de défoncer les titres à chaque fois. Il n'y a pas une seule fois où ça passera bien, excusez-moi. Mais en fait, il y a bien un ours donc sur la vidéo. Mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du montage en fait. Ce sont des humains qui sont déguisés en ours. Et ils ont envoyé ça à l'assurance. C'est des génies. Le costume d'ours le plus rentable. Belle patou sur la photo en tout cas. Oui, j'ai cherché ours. Coucou l'image. Et voilà. Voilà. Cette image est trop mignonne. Mais voilà, c'était des humains dans un costume d'ours qui défonçaient tout pour faire une arnaque à l'assurance. C'est quand même ouf, non? Sauf que c'est des bagnoles de luxe, donc il a fallu se les payer, quoi. Enfin bref, c'était la petite actu internationale en plus du sujet à la une. Le jour des cœurs, 19h17, ça va. On est dans les temps, ça se trouve, je vais même finir en avance. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. On va parler de faits de société maintenant. Et là, j'aimerais un peu entendre votre avis sur une question. ChatGPT peut-il remplacer les psys? Cette réflexion, en fait, elle part d'un article du Républicain Lorrain sur lequel je suis tombé cette semaine et qui parle surtout en fait des jeunes adultes en fait qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un suivi. J'ai déjà vu un ours prendre un taxi. Ça, je suis sûr, ça va déjà arriver. Mais du coup, oui, c'est ces jeunes qui n'ont pas forcément des fois les moyens d'avoir accès à un traitement psychologique ou juste à des séances, quand bien même il y a des aides aujourd'hui qui existent, et qui préfèrent, avec les technologies d'aujourd'hui, confier leurs émotions à une IA. Parce que bah, ce n'est pas un humain en face. Donc, ils se disent, c'est plus facile pour moi de me confier à ce truc qui ne me connaît pas, qui n'est pas un vrai humain, et va potentiellement pouvoir me répondre sur certains faits. Alors, évidemment, la réponse à la question que je pose, elle est rhétorique. Non, ChatGPT ne peut pas remplacer les psys. ChatGPT va aller piocher dans des articles, dans ce qu'il peut apprendre, de ce qu'il connaît des émotions humaines, pour essayer peut-être de rassurer les personnes qui vont faire appel à lui. Mais je veux dire, ça ne remplacera jamais un rendez-vous avec un professionnel. Mais après, je me dis, genre, j'ai réfléchi à cette question, je me dis, j'ai souvent des coups de mou, moi. Et en vrai, ça me semblerait pas déconvenant de faire appel à ChatGPT pour dire, putain, mais gros, je vais pas bien, rassure-moi, ou remonte-moi le moral, on sait que ChatGPT peut faire ça, et si, attention un peu, ça peut aider. Je me dis, ça peut sauver des gens en vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est
si éthique que ça, je ne suis pas sûr. Surtout que du coup, ça va sûrement t'amener à donner des infos personnelles à une IA sur un site internet qui peut peut-être probablement collecter tes infos. Ah, je parle pas forcément que de ChatGPT, pour le coup, je parle d'autres sites, d'autres trucs comme par exemple Gemini. Mais voilà, bref. Je voulais en parler vite fait de ce petit fait de société. Je sais pas ce que vous en pensez. Visiblement pas grand chose. Mais, mais, euh, mais voilà. Qu'est-ce que dit? C'est un médecin, voilà, un psychologue qui disait l'intelligence artificielle reste limitée par son incapacité à adapter ses réponses aux situations particulières de chaque individu. L'IA peut offrir des pistes générales ou des statistiques, mais elle ne remplace en rien une relation humaine. L'individualisation manque. L'IA apporte des réponses rapides, parfois utiles en cas d'urgence, mais ce ne sont bien évidemment que des généralités. Ça équivaut à lire un article de psychologie dans un magazine, des conseils tout faits qui ne s'adaptent pas à la personne en détresse. Voilà. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais en parler. Je l'ai déjà dit. Mais voilà. Alors, voici ensuite une petite actualité qui va aller un peu plus vite que prévu à parler. On va parler de Google. On va même parler d'actualité. Google qui fait un test controversé. Alors je m'explique. Google a décidé de lancer un test dans plusieurs pays d'Europe, y compris la France. Et encore ça a changé. Je l'ai dit, on va en parler dans quelques instants. Hop. Laissez-moi juste retrouver mes esprits, j'allais dire. Retrouver ce dont je voulais vérifier le propos. Voilà, donc à la base, la firme du coup lancée à partir d'aujourd'hui dans 9 pays européens, dans la France, un test qui concernera un échantillon d'1% des utilisateurs. En gros, les contenus des éditeurs de presse européens seront exclus des résultats affichés sur Google Actualité, Google Search et Discover pour un échantillon de 1% des utilisateurs en Belgique, en Croatie, au Danemark, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et en Grèce. J'ai regardé un peu le site de Google. En gros, ils disent voilà, mais en fait, on fait juste un test pour voir quelle influence ça peut avoir vis-à-vis l'accès à la presse européenne. Et vraiment, je comprends pas ce test. Pour la France, en tout cas, finalement, cela ne nous concernera pour l'instant pas, parce que d'après Google eux-mêmes, suite à une mise à jour du coup aujourd'hui même sur leur site, suite à l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris dont nous sommes en train de prendre connaissance, nous suspendons le lancement du test en France pour le moment. Mais je comprends pas en fait exactement qu'est-ce que ça leur apporterait de faire ce test. Donc voilà, si jamais d'un coup vous n'arrivez plus à voir des résultats de presse sur Google, si vous avez l'habitude de vous informer un petit peu, c'est que vous faites partie des 1% testés, mais du coup pas en France. Pour l'instant. Il faut bien se rappeler que c'est pour l'instant. On continue de parler de médias. Hop, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Le mec, il sait toujours pas se servir de son émission. Mais en gros, cette personne, elle s'appelle Noël Briam et elle a gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné au prud'homme, messieurs, dames. Vous allez comprendre. En fait, cette personne, alors vous la connaissez peut-être pas, elle a longtemps présenté Silence ça pousse, qui est une émission assez connue, et elle a été une animatrice emblématique de France Inter jusqu'à 2022 où elle a été licenciée. Donc elle est restée 40 ans animatrice sur cette station, et elle a été licenciée parce qu'en fait elle ne voulait plus elle a réclamé en fait un CDI plutôt que des CDD, parce que dans le monde des médias, les émissions que vous regardez, les présentateurs en général, enfin il y a certains présentateurs qui sont embauchés directement en CDI, mais on fait beaucoup appel au CDDU.
contrat à durée déterminée d'usage qui est très utilisé dans le monde des intermittents du spectacle et qui permet en fait tout simplement d'enchaîner les CDD, que ça peut être renouvelable à l'infini. Ça fait des petits contrats juste pour dire voilà, donc toi par exemple, pour le cas de Noël Bréham par exemple, genre pour une émission, ça lui faisait un CDDU, un CDD d'usage. Et pour l'émission d'après, c'était un autre contrat. Et du coup, ça permet en fait d'embaucher des gens, mais sans les embaucher totalement. Sauf qu'elle a accumulé ça pendant 40 ans avant de se faire tout simplement virer pour avoir réclamé, pour avoir refusé, pardon, un énième CDD. Le groupe Radio France, à l'époque, avait évoqué une séparation faite à regret après avoir constaté qu'elle n'a pas souhaité régulariser sa situation contractuelle 2 mois après le début de la saison en cours à l'époque. Et qu'ont dit les prud'hommes? Eh ben, les emplois occupés par la salariée étaient liés à l'activité durable de l'entreprise et ne constituaient pas des emplois temporaires. Le groupe public a donc été condamné à lui régler entre autres près de 70 000 euros au titre d'indemnité de licenciement et de 26 000 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc en gros, tous ces CDD qu'elle a cumulés pendant 40 ans ont été considérés par le tribunal comme un CDI et elle va devoir être indemnisée en conséquence. Voilà. Son avocat a souligné que tout au long de sa carrière, elle a subi une précarité contractuelle insécurisante et préjudiciable financièrement, peur de ne pas être conduite à fin de saison, impossible d'émettre la moindre critique de ce fait, période estivale non rémunérée, notamment. Bref. Cela pourrait faire jurisprudence pour certains cas dans l'audiovisuel, parce qu'on se rappelle du cas dont j'avais parlé il y a quelques temps de Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat, qui sont les anciens co-animateurs de Des chiffres et des lettres, et qui se sont fait jarter après avoir eux aussi réclamé un CDI, alors qu'ils étaient embauchés en CDD depuis les débuts de l'émission, quoi. Enfin, pas depuis les débuts de l'émission, parce qu'ils sont arrivés après, mais depuis qu'ils étaient là, quoi. Et on sait que cette affaire va finir en prud'homme. Et je pense que cette décision de justice qui a été prise pour Noël Bréham, ça va pas aider France Télévisions à se justifier vis-à-vis de cette décision. Donc voilà, comme le dit Anthony MTR dans le chat, GG à elle. Bref, c'est l'heure de votre rubrique, peut-être pas vraiment préférée, mais c'est une rubrique que j'adore faire. Il s'agit de Clicker Story. Et aujourd'hui, on va parler du journal de dimanche. Les raccourcis du JDD, les gars. Oh là 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 là. Bref. Alors. Vous allez voir pourquoi je vais parler de cet article. J'en parlais tout à l'heure, vite fait, dans le live précédent, enfin dans la première partie du live, sur Picos 3D. En fait, il y a un truc dans le titre. Je vais pas vous montrer le titre tout de suite. Je vais vous lire l'article. Puis vous allez voir le titre. Et vous allez voir, il y a un problème. Je l'ai pas capté tout de suite, parce que vraiment, le truc est tellement à charge, et même j'ai un biais mental, un biais de confirmation qui a fait « Ok ». Quand tout à coup, je me suis rendu compte d'un truc. C'est très rare que je fasse une espèce de débunkage d'article d'un aussi grand journal réputé, alors que JDD, on est sur l'extrême droite maintenant, depuis quelques années. Mais vous allez voir pourquoi, enfin vous allez comprendre assez vite, hein, j'aurais pas besoin de vous expliquer pourquoi cet article fonctionne, mais vous allez voir. Bon, il y a le mot pédopornographie qui va peut-être s'afficher parce que il y a un article qui m'est suggéré, bon père de famille et pédopornographie, le double, et j'ai pas la suite. C'est dans les articles suggérés en haut, voilà. Mais tout va bien, bref. Le rapport social unique a établi que le taux d'absentéisme des agents de la mairie de Paris est en moyenne de 39,6 jours d'absence par an. Or, au niveau national, l'absentéisme est de 14,5 jours dans la fonction publique, 11,6 jours dans le secteur privé. Donc voilà, on parle de l'absentéisme des agents de la mairie de Paris. C'est un bon sujet pour le JDD. Le taux d'absentéisme des agents de la fonction publique a été au cœur des débats lors du dernier conseil de Paris vendredi 11 octobre. Ainsi, selon TF1, alors qu'en France, le taux d'absentéisme dans le privé est en moyenne de 11,6 jours par an, il est de 14,5 jours en moyenne dans la fonction publique à l'échelle nationale. Mais selon le rapport social unique de la mairie de Paris, les agents de la ville sont absents en moyenne 39,6 jours par an. C'est énorme en vrai.
Oula, salut Elon. Selon Pierre-Yves Bournazel, coprésident du groupe Union Capitale, Rassemblement des Républicains Centristes Progressistes Écologistes et Indépendants, et élu du 18e arrondissement dont les chiffres ont été repris par la chaîne d'information au service de gestion des ressources humaines qui compte 400 agents, 135 sont absents par jour. Toutes les absences d'agents à la mairie de Paris coûteraient aux contribuables parisiens 250 millions d'euros par an. Dans le même temps, la dette de la ville de Paris atteint 8,2 milliards d'euros en 2023 et devrait grimper à 8,8 milliards en 2024. Ainsi, en 2022, la mairie de Paris a pris la décision d'augmenter de 52% la taxe foncière, faisant passer le taux d'imposition de 13,5% à 20,5%. Selon Actu.fr, pour justifier ce taux d'absentéisme, Olivia Polski, adjointe en charge des ressources humaines, a décrit un signe de vitalité et de solidarité. Tu sais, ils mettent ça entre guillemets. Le nombre de congés paternité a augmenté, alors qu'ils étaient 74,4% en 2020. Ils sont désormais 100% des conjoints à se saisir du dispositif. Aussi, les congés d'adoption ont doublé en 4 ans, passant de 220 jours en 2020 pour 5 agents concernés à 443 jours en 2023 pour 4 agents. Enfin, les congés de solidarité ont connu une très forte augmentation, passant de 35 jours pour 3 agents en 2022 à 341 jours pour 4 fonctionnaires en 2023. On est à la fin de l'article. C'est un article qui est très à charge contre la mairie de Paris, la fonction publique. Regardez, ces fonctionnaires payés à rien foutre. Voilà, en gros, ce qu'essaie de nous dire cet article. Et je veux dire, pour moi, il n'y a aucun doute que c'est exactement ce que le JDD cherche à dire, hein, entre les lignes. Maintenant, le titre. Près de 40 jours d'absence en moyenne par an, les chiffres hallucinants des arrêts maladie à la mairie de Paris. Est-ce que vous saurez retrouver quel est le problème dans le titre par rapport à ce que je viens de vous lire? Je vous laisse quelques secondes, mais pas trop, parce qu'il est déjà 19h31. Et vous allez voir, c'est vraiment subtil, hein. Y a personne qui parle, c'est bien. Ou alors ils sont en train d'écrire. Est-ce que je vais me prendre le plus gros vent de ma vie? Vous pouvez au moins répondre non si vous savez pas quel est le problème. « 40 jours. Près de 40 jours d'absence en moyenne par an. La moyenne est de 39,6 jours. Donc non, c'est pas le problème. Il y a 2 mots dans le titre que vous n'avez pas vu une seule fois dans cet article. J'ai vérifié en lisant à nouveau. Arrêt maladie. Le titre écrit en gros les chiffres hallucinants des arrêts maladie à la mairie de Paris. Ce qui serait du coup, oui, un nombre énorme en termes de nombre de jours d'arrêt maladie en moyenne. Sauf qu'on ne parle pas d'arrêt maladie. Et c'est indiqué même à la fin de l'article. On parle surtout de congés parentaux, de congés d'adoption, de congés de solidarité. Ce n'est pas de l'absentéisme, ce n'est pas de l'arrêt maladie. Juste, la mairie de Paris propose à ses agents divers avantages pour améliorer leur cadre de vie, leur cadre de travail. Et je veux dire, ça marche. Ça fait monter le taux d'absentéisme. Mais l'absentéisme ne correspond pas forcément à des arrêts maladie. Et c'est exactement la même chose qui est utilisée pour dénigrer les agents de l'éducation nationale quand on parle du taux d'absence, d'absentéisme. Évidemment, hein, parce que l'absentéisme, c'est un terme qui fonctionne bien. À l'éducation nationale, on ne parle pas que des arrêts maladie. Il y a énormément de formations pour les professeurs qui sont prévues sur leurs heures de cours qui comptent dans l'absentéisme, entre autres. Donc voilà. Juste ces 2 mots dans le titre, pour moi, sont un énorme problème. Pour un journal aussi lu, pour moi, c'est du pur putaclic. Et ça, je vous jure, c'est vraiment un truc de presse poubelle que je déteste. C'est de vouloir taper à ce point sur les gens pour de la merde. Il n'y a aucune justification à ce que ces 2 mots soient là. Ils sont juste utilisés pour faire aller. Et pourquoi on l'a pas vu direct? Parce que on pense à l'absentéisme, on pense aux arrêts maladie, on nous l'a tellement mis dans le crâne ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est vraiment plus loin que j'ai tilté. Genre, vraiment, au bout d'un moment, genre, je lisais l'article, je me suis dit, putain, vache,
Genre, je sais que je suis un gaucho, hein, je le cache pas, mais je veux dire, vache, putain, là, la mairie de Paris, c'est pas ouf pour eux. Et, et j'ai tiqué en voyant ce arrêt maladie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi vis-à-vis de tout ça et tout le bordel, mais putain, dites-moi que je suis pas fou, ces deux mots n'ont rien à foutre là. Bref, c'est ce qui conclut ce 19h. Il est 19h34, on finit un peu plus tôt que la semaine dernière, et tant mieux parce que c'est censé finir à 19h30. Merci à Potaku et Anthony MTR d'être passés, d'avoir regardé ce live. Ça va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement parce que je dois aller me coucher maintenant, parce que je me lève dans 6 heures. Donc voilà, merci d'avoir suivi ou pas les lives du jour. Coucou la pilou. GG nous dit Anthony. Voilà. Voilà. Mais ouais, j'étais vraiment salé sur cette dernière actualité parce que vraiment, j'ai vraiment ça en horreur. Bref, le prochain live, comme tous les vendredis, c'est sur Trackmania, dès 18h30 jusqu'à 20h demain. Je vais être mort, je vais décéder à la fin de ce live parce que je serai crevé de fatigue après m'être levé à 1h du matin, c'est-à-dire dans moins de 6 heures maintenant. Merci d'avoir suivi ce live. À la semaine prochaine pour un nouveau 19h à 19h, peut-être à lundi pour un 19h politique, parce que ça fait des semaines qu'on essaie de le lancer mais qu'on trouve pas le moment. Mais on veut parler politique avec la Zadicorp. Bonne soirée, à demain, nous dit à Potaku. Bah, ça veut dire que tu seras là demain, c'est cool. J'ai au moins un viewer pour demain. Et vous? Sinon, si ça vous intéresse pas, sachez que lundi, sinon, à part le 19h politique, juste avant, je serai sur GeoGuessr. Et le mardi, il y a le live sur Eastward. C'est l'incrédible aventure du moment. Croyez-moi, ça vaut le coup. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tantôt. J'ai lancé le jingle un peu trop tôt, là, non? Je me suis fait un peu couper. Enfin bref. Je sais pas, bonne soirée.